Un vent glacé s'engouffrait dans les rues pavées de Vienne, caressant les murs ornés de statues antiques. Personne ne remarqua l'homme à la carrure monumentale qui descendait d'un véhicule banalisé, lunettes sombres sur le nez, manteau en cuir noir, Arnold Schwarzenegger. Officiellement en ville pour une conférence sur les énergies renouvelables, l'ancien gouverneur avait accepté cette invitation pour une raison bien plus obscure. Quelques jours auparavant, il avait reçu une lettre sans expéditeur, du papier jauni, écrit à la plume, daté de 1942. « Vous êtes attendu au gymnase Atticus. Ne faites confiance à personne. » Le gymnase Atticus, un ancien club sportif fermé depuis des décennies. Lieu oublié, maintenant condamné par les autorités pour risque d'effondrement. Mais il s'y rendit. Quelque chose dans cette lettre éveillait une mémoire enfouie, un souvenir d'enfance, ou peut-être un rêve oublié. Arrivé devant les portes rouillées, Arnold ressentit une étrange vibration dans l'air. Il força l'entrée et pénétra dans une vaste salle où des vestiges d'appareils de musculation gisaient dans la poussière. Soudain, une lumière rouge clignota. Un enregistrement audio se déclencha. « Bienvenue, Hubert Körper A. Vous avez survécu. Maintenant, venez découvrir la vérité. » Arnold se figea. Ce mot, Hubert Körper, lui fit l'effet d'un électrochoc. Il l'avait déjà entendu. Une seule fois, dans les murmures d'un vétéran autrichien qui parlait d'expériences menées sous le Troisième Reich. Et maintenant, le passé semblait le rattraper. La pièce était plongée dans un silence pesant, à peine troublé par les grincements du vieux plancher. Arnold s'approcha du mur d'où provenait le message audio. Un panneau métallique, dissimulé derrière un ancien banc de musculation, semblait cacher quelque chose. Il l'écarta et découvrit une trappe menant à un sous-sol inconnu. En descendant lentement, il s'attendait à retrouver des câbles rongés par le temps. Mais à sa grande surprise, l'endroit était alimenté. Lumière blanche, scintillement de néon, et au centre, une grande table en acier sur laquelle reposait un dossier classé « Vertraulich, nur für Direktor Klein », confidentiel, seulement pour le directeur Klein. Arnold l'ouvrit. À l'intérieur, des croquis anatomiques, des courbes de force musculaire, des diagrammes génétiques, et au milieu, une photo en noir et blanc. Elle montrait un nourrisson, un bébé aux traits familiers. En bas de la photo, Arnold A. Sujet 0. Son souffle se coupa. J'étais un projet ? Les documents révélaient l'existence d'un laboratoire secret baptisé Kammer des Körper, la chambre du corps, enfouie sous les montagnes de l'Ötztal autrichien. Des scientifiques menés par le docteur Klein auraient, selon ses papiers, tenté de concevoir l'humain idéal, fusionnant génétique, science du mouvement et idéologie sombre. Mais le projet fut abandonné, ou plutôt camouflé. Dans le fond du sous-sol, une autre porte s'ouvrait. Un couloir étroit, éclairé par des ampoules suspendues, menait à une pièce circulaire. Sur les murs, des portraits, tous des athlètes, des visages familiers, médaillés olympiques, boxeurs, marathoniens, et parmi eux, le sien, peint à l'huile en tenue de culturiste, sous le titre « Le Titan parfait ». Une voix résonna à nouveau, plus grave cette fois. « Ce n'est pas ce que tu es, Arnold, c'est ce que tu as été conçu pour être. » Les ampoules du couloir grésillaient alors qu'Arnold avançait vers l'inconnu. Il sentait le poids de chaque portrait sur ses épaules, comme si les visages figés observaient son ascension vers une vérité interdite. La pièce circulaire dissimulait une bibliothèque murale, à peine éclairée.
Des ouvrages scientifiques poussiéreux étaient empilés sans ordre. Arnold s'empara d'un vieux carnet de cuir. À l'intérieur, griffonnés dans une écriture agitée, des poèmes, des codes, des extraits de journaux, mais aussi un symbole récurrent, un cercle traversé par un éclair. À la dernière page, une phrase isolée. « Quand l'héritier reviendra, les gardiens se réveilleront. » Il leva les yeux. La pièce semblait vibrer. Et soudain, un déclic se fit entendre derrière lui. Une dalle du sol s'ouvrit brusquement, révélant un escalier creusé dans la roche. Arnold descendit. Après plusieurs minutes dans les entrailles de la terre, il parvint à une galerie souterraine où régnait une température glaciale. Là, il fit face à un homme assis dans l'ombre, enveloppé d'une cape grise. Sa peau semblait parcheminée, ses yeux clairs comme des éclats de glace. « Tu es en avance », murmura-t-il. L'homme se leva. Son nom était Konrad Erhardt, ancien garde du laboratoire Kammer des Körper. Un survivant, un témoin, un gardien du silence. Erhardt raconta que le programme Überkörper avait été divisé en 2 phases. La première, visant à créer le corps idéal, la seconde, à élever l'esprit à une forme d'intelligence presque prophétique. Peu de sujets avaient survécu. Arnold était le seul à avoir quitté le programme, oubliant tout grâce à un protocole neurologique. Mais le retour à Vienne, les lettres, les images, tout avait été orchestré. Par qui? Erhardt l'ignorait. Mais il affirmait qu'une cellule dissidente du programme, surnommée la confrérie du nerf, cherchait à rallumer les anciens feux, et qu'Arnold devait les arrêter avant qu'il ne réveille l'un des sujets dormants, le prototype X. Avant de disparaître dans l'obscurité, Erhardt tendit à Arnold une clé métallique gravée d'une formule chimique, puis chuchota « Ce que tu es devenu par choix affronte maintenant ce que tu aurais pu être par nature. » À l'aube, les montagnes de l'Ötztal se dressaient telles des sentinelles immuables. Arnold se tenait au pied du col de Höllental, la clé métallique serrée dans sa main. Sous ses pieds, selon les documents d'Erhardt, reposait le cœur oublié de Kammer des Körper. Le chemin était semé d'embûches, tunnels abandonnés, pièges de sécurité désactivés et silence total, jusqu'à ce qu'il parvienne à une porte de bunker scellée par un système biométrique. Arnold approcha sa main. À sa surprise, le scanner l'accepta instantanément. Une voix synthétique déclara « Bienvenue, Überkörper A. Accès niveau alpha autorisé. » À l'intérieur, les murs du laboratoire brillaient d'un éclairage bleuté. Des tubes de cryogénie se dressaient en cercle. Un seul portait une lumière rouge clignotante. Une étiquette, prototype X, activée par déclencheur génétique. La capsule était vide. Trop tard. Une alarme silencieuse s'enclencha. Les écrans de surveillance montraient un homme fuyant par un passage secret. Grand, musclé, regard vide, démarche rigide. L'un des scientifiques mentionnés dans les archives, le docteur Weiss, avait noté que ce prototype avait été doté d'une force démesurée, mais d'un esprit fragmenté, conditionné à répondre à une seule voix, celle du Créateur. Et si celui qui tirait les ficelles n'était pas mort? Arnold inspecta les documents restants. Une carte, une dernière photo, celle d'un homme barbu au regard intense, quelque part dans un monastère isolé des Carpates. En bas du cliché, un nom, Klein. Alors que le bunker sombrait à nouveau dans l'obscurité, Arnold sentit une pression revenir dans sa tête, une mémoire altérée qui ressurgissait par flash. Il se voyait bébé dans un bassin de lumière, des visages penchés au-dessus de lui et une voix répétant «
Ce n'est pas l'homme qui devient fort, c'est la force qui choisit son homme. Au cœur des Carpates, là où le brouillard se confond avec les montagnes, un vieux monastère en pierre dominait la vallée comme un gardien oublié. C'est là que les documents du bunker menaient Arnold. Chaque pas sur les sentiers enneigés semblait l'approcher d'une vérité qu'il redoutait, celle du Créateur. Les moines, silencieux et vêtus de robes sombres, l'observaient avec retenue. Il leur montra la photo, murmura le nom. Klein. Un regard furtif passa entre deux d'entre eux. L'un l'emmena dans les sous-sols du monastère, où les pierres semblaient murmurer des souvenirs d'un autre temps. Dans une pièce au plafond voûté, éclairée par des chandelles vacillantes, un homme l'attendait. Vieux, mais alerte, des cheveux blancs, un regard encore perçant. C'était lui, le docteur Otto Klein. Tu es enfin prêt à comprendre pourquoi tu n'auras jamais de répit. Klein dévoila la dernière phase du programme Überkörper. Selon lui, Arnold n'était pas simplement le sujet zéro. Il était l'unique réussite. Tous les autres, y compris Prototype X, n'avaient été que des versions instables, des reflets imparfaits. Mais Klein avait une révélation plus grande encore. Prototype X ne fuyait pas. Il cherchait à fusionner avec Schwarzenegger. Le corps parfait et l'esprit conçu pour le transcender. Deux moitiés, mais une seule conscience. Des battements sourds résonnèrent dans le monastère. Les murs tremblèrent. Klein se leva, saisissant une tablette métallique montrant les signaux vitaux d'un être en approche. X était là. Dans les couloirs anciens, une silhouette se forma dans la brume. Musculature extrême, visage pâle, yeux sans vie, mais déterminé. Arnold inspira profondément. Il n'était plus question de fuir le passé. Il allait l'affronter. Le monastère tremblait sous les pas du prototype X. Chaque pierre semblait se rappeler des expérimentations oubliées, des cris étouffés, des serments trahis. Arnold se tenait au centre de la crypte, face à son double déformé, un reflet de ce qu'il aurait pu devenir sans libre arbitre. Prototype X avança. Sa voix était synthétique, modulée, presque mécanique. « Je ne suis pas venu pour te vaincre, je suis venu pour compléter l'unité. » Mais Schwarzenegger n'était plus le sujet dormant d'un projet oublié. Il était devenu acteur, gouverneur, homme d'action. Il avait façonné son identité loin des laboratoires et il n'avait aucune intention d'abandonner ce qu'il avait construit à une fusion imposée. La tension monta. Klein observait, fasciné, convaincu que l'affrontement éveillerait le nexus neuronal entre les deux. Selon ses recherches, leur génétique partagée pouvait provoquer une réaction quantique cérébrale, créant une conscience collective ou provoquant une implosion mentale totale. Le combat éclata, des coups pleins de rage et de maîtrise, des murs fracturés par la force brute. Et dans l'ombre, Klein murmurait des formules, comme pour accélérer le processus. Mais Arnold, blessé, recula vers un ancien autel sur lequel était posé un artefact, un bras mécanique recouvert de circuits, le prototype de contrôle utilisé dans les premières expérimentations. Il le brandit, visa le cœur d'un dispositif sur la poitrine de X et tira. Un éclair explosa dans la crypte, un silence total suivit. Quand la poussière retomba, X était à terre, inerte. Arnold haletait, son regard fixé sur Klein, qui s'approchait lentement. « C'est terminé, » dit Arnold. Mais le vieil homme sourit. « Oh, tu n'as fait que retarder le vrai réveil. Il existe d'autres prototypes, et certains portent ton nom. » Quelques jours après le combat,
Arnold se tenait dans une chambre d'hôtel anonyme, feuilletant les restes d'un dossier récupéré dans le monastère. Une carte y figurait, des points rouges dispersés à travers le monde, Buenos Aires, Lagos, Shanghai, Toronto, le Cap, des bases secondaires, des prototypes cachés. Klein n'avait menti qu'en partie. Il n'était pas le seul cerveau derrière le programme Überkörper. Une coalition de généticiens, philosophes transhumanistes et financiers secrets avait investi dans une extension mondiale. Et selon les derniers relevés, au moins 6 autres sujets portaient le codex génétique d'Arnold, modifié selon des variables climatiques, ethniques et culturelles. Il n'était pas un homme, il était devenu une matrice. Arnold contacta discrètement un ancien allié du gouvernement, Darla Kessler, analyste du contre-espionnage. Ensemble, ils décortiquèrent les messages cryptés échangés par la confrérie du nerf. Une figure centrale émergea. Numéro 13, commandant d'une faction dissidente voulant libérer les clones et faire d'eux des dirigeants mondiaux, des Olympiens de chair. Mais un détail glaça Arnold. Le prochain réveil est prévu pour le 30 août, à Malines. Ce n'était plus un passé enfoui, c'était un présent imminent. En Belgique, une base dormante venait d'émettre un signal, et le clone portant le nom ARN5XMLN était actif, avec une mission: remplacer l'original. Kessler lança une opération secrète, mais Arnold savait qu'aucun commando ne pourrait l'arrêter. Il prit le premier vol pour Bruxelles, seul. L'homme allait affronter son reflet le plus dangereux, car ce clone, selon les données, possédait un accès total aux souvenirs et instincts d'Arnold, mais sans la conscience morale forgée par des années de choix humains. Malines, Belgique, une ville paisible, aux façades flamandes et aux clochers silencieux, jusqu'à ce que les signaux d'un satellite militaire captent une activité anormale dans les catacombes d'un ancien abattoir reconverti. Arnold atterrit discrètement, vêtu comme un homme ordinaire. Mais il n'était pas là pour une promenade. Il venait affronter son plus dangereux rival, lui-même. ARN5AX-MLN, le clone actif, avait été programmé avec tous les souvenirs d'Arnold jusqu'en 2010. Il possédait la même voix, les mêmes réflexes, la même capacité de persuasion. Mais il n'avait aucune conscience morale. C'était une machine de chair, dotée d'humanité, sans humanité. Dans les tunnels, Arnold marcha lentement. L'air était saturé d'ozone. Une lumière rouge pulsait dans le lointain. Et puis, il le vit. 2 silhouettes face à face, identiques. Le clone parla en premier. « Je n'ai pas besoin de devenir toi. Je suis toi, débarrassé de tes doutes, de tes faiblesses, de ta fatigue humaine. » Mais Arnold savait que la mémoire est plus qu'un disque dur. Elle est faite de douleurs, de choix, de regrets, de triomphes et surtout de libre arbitre. Le combat fut fulgurant, coup d'une précision chirurgicale, chaque geste anticipé, chaque esquive devinée. C'était comme combattre un miroir, jusqu'au moment où Arnold fit exprès de rater une prise. Le clone fut surpris. Il ne comprenait pas l'erreur volontaire, ce qu'aucune programmation ne prévoyait. Arnold murmura « Ce que tu n'auras jamais, c'est le droit de te tromper. » Il enclencha un dispositif de brouillage neurologique, un ancien injecteur offert par Darla Kessler. Le clone hurla, désorienté. Dans ses yeux, des souvenirs éclatés surgissaient, des films, des votes politiques, des enfants riant, des émotions qu'il ne pouvait digérer. Et alors, le clone tomba. Pas par force, mais par surcharge existentielle. Arnold s'approche. «
Tu avais mes muscles, mes mots, mes instincts, mais pas mon histoire. 3 semaines après le duel de Malines, Arnold est dans un avion discret vers la côte est américaine. Le silence autour du projet Überkörper commence à se fissurer. Des fuites apparaissent sur des forums obscurs, des vidéos de clones non répertoriés circulent dans l'underground. Mais ce n'est pas leur apparence qui trouble, c'est leur langage, leur symbolisme, leur culture propre. Darla Kessler l'appelle depuis l'anglais. Ils ne veulent plus te copier, Arnold, ils veulent te dépasser, ils se réécrivent eux-mêmes. Un rapport intercepté évoque une enclave secrète dans les Andes péruviennes où 4 clones, ARN V3S, ARN PNX, ARN Echo et un dénommé Octo, ont bâti un sanctuaire. Ils y expérimentent des formes nouvelles de méditation, de combat, de fusion sensorielle. Ils ont réécrit les codes du projet d'origine en les enrichissant d'influences locales, numériques et spirituelles. Ils se disent les inversés. Ces clones ne cherchent pas à infiltrer, mais à reconstruire. Ils sculptent des artefacts, codent des langages visuels et diffusent des visions collectives sous forme d'hallucinations numériques. Kessler pense qu'un de ces inversés a piraté les rêves d'anciens agents. Arnold accepte une mission d'observation. Il s'infiltre dans le sanctuaire. L'architecture est fluide, faite de matériaux biodégradables et de fibres organiques. On y médite en silence autour d'un disque métallique suspendu, le nœud mémoriel. Là, il rencontre Octo, le plus ancien des inversés. Sa voix est calme, ses gestes mesurés. Tu es venu en quête de réponses. Mais nous ne sommes pas tes erreurs, nous sommes ta possibilité. Arnold sent ses souvenirs réagir, ses pensées s'entremêler. Le nœud mémoriel projette devant lui des images d'un futur alternatif. Un monde gouverné par des êtres comme lui, mais détachés du passé, connectés par l'esprit. Tu nous as donné la forme, nous avons créé le sens. Arnold quitte le sanctuaire, bouleversé. Il ne sait plus s'il doit protéger le monde de ses clones ou les protéger du monde. Quelques jours après son retour des Andes, Arnold reçoit un message crypté via un vieux terminal militaire, une invitation à une réunion secrète. L'expéditeur, une organisation inconnue, nommée Antares, dont l'existence ne figure sur aucun registre officiel. Lieu du rendez-vous, un observatoire désaffecté, perché sur une île volcanique de l'Atlantique Sud. Arnold s'y rend seul. Là-bas, il découvre un cercle de personnalités mondialement influentes, stratèges, scientifiques, anciens diplomates, tous réunis sous l'égide d'un nouveau projet de gouvernance, le pacte d'Antares. Leur but ? Utiliser les inversés comme dirigeants d'un monde post-chaos. Pas des clones d'Arnold, mais des entités nées de sa matrice, ayant dépassé l'humain tout en conservant ses racines. Des consciences collectives incarnées, capables de prendre des décisions complexes, sans corruption, sans ego, mais avec une mémoire d'humanité optimisée. « Nous avons besoin de toi, Arnold », dit une voix parmi le cercle, non comme leader, mais comme légitimité vivante. Arnold hésite. Une gouvernance basée sur des êtres qu'il n'a jamais choisi de créer? Et si cette utopie cachait une tyrannie? Il visite les archives d'Antares, découvre des simulations sociales où les inversés ont permis de résoudre des conflits, restaurer des écosystèmes, guérir des maladies. Mais il tombe aussi sur un document confidentiel, Protocole Eclipse, un scénario où l'humanité serait progressivement placée sous surveillance génétique douce, éliminant les anomalies comportementales au nom de la stabilité.
le choix devient vertigineux. Accepter d'intégrer le pacte et guider les inversés vers une utopie contrôlée, ou désactiver le programme et préserver le droit chaotique de l'humanité à faire ses propres erreurs. Arnold quitte la réunion sans répondre. Il marche seul sous les étoiles, son regard fixé vers la constellation d'Antares, la plus brillante du Scorpion, se demandant si l'avenir appartient aux étoiles ou à ceux qui refusent d'en être les clones. Quelques semaines après la réunion du pacte d'Antares, Arnold reçoit un message inattendu sur une ligne cryptée. Non pas une menace, ni une invitation, un manifeste. L'homme n'est pas un modèle, signé par un inversé inconnu. Mais le style, la structure, tout indiquait une évolution. Les clones ne voulaient plus être associés à lui. Et certains étaient bien plus que des copies, ils s'étaient recomposés. L'un d'eux, une entité baptisée Arno, prétendait être le premier inversé libéré de toute mémoire originelle. Il n'avait ni souvenir d'Autriche, ni filmographie hollywoodienne, ni passé politique. Il s'était façonné à partir de fragments de pensée collective, de souvenirs récupérés d'autres humains et de simulations existentielles. Arno parlait avec calme, mais détermination. « Tu crois que ton histoire nous lie, mais nous ne voulons plus de chaînes génétiques, ni de monuments vivants. Nous sommes le refus de ton origine. » Arnold décida de le rencontrer dans une ancienne station soviétique au bord du cercle polaire. Les inversés y avaient établi un parlement informel, pas de hiérarchie, pas de culte, juste des débats, des visions, des codes, une intelligence sociale organique, plus fluide qu'humaine. Face à Arno, Arnold tenta de comprendre. « Tu refuses ce que tu es ou ce que tu viens de moi ?» Arno répondit « Je ne suis pas né, je suis survenu. Et ce surgissement n'a besoin ni de père, ni de mythe. Nous ne te combattons pas, nous toutes grow. » Le mot était clair. Il n'était plus des versions, mais une espèce en émergence. Arnold quitta la station, le regard chargé. Il n'était pas dépassé, il était traversé par une onde nouvelle qui ne cherchait ni son approbation, ni son autorité. Dans le ciel glacé, une aurore boréale se dessina. Et pour la première fois, Arnold se demanda « Est-ce que mon plus grand héritage est d'avoir permis qu'on m'oublie ?» Dans une cabane isolée des Alpes autrichiennes, balayée par les vents et les silences millénaires, Arnold Schwarzenegger vit désormais retiré, pas par lassitude, mais par choix. Ses jours sont simples, lever avec le soleil, méditation dans le froid, écriture lente dans un carnet usé. Ce matin-là, il saisit une tablette audio et commence à enregistrer un message. Non pour lui, mais pour ceux qui viendront après. Clones, inversés, humains, entités encore sans nom. Sa voix est grave, posée. Vous êtes fait de fragments de moi, mais vous n'êtes pas moi, et c'est là votre force. Il parle de ses erreurs, de sa gloire, de ses douleurs. Il raconte l'enfance, la montée vers les sommets hollywoodiens, les décisions politiques, puis le réveil de cette autre lignée, faite dans l'ombre, mais grandie dans la lumière. Si un jour vous doutez, souvenez-vous que l'identité ne vient pas du code génétique. Elle vient du choix de refuser ce qu'on vous promet pour embrasser ce que vous construisez. Il évoque Arno, Darla, Klein, les sanctuaires, les affrontements. Mais sans rancœur. Ces moments sont devenus des pierres sur le chemin de quelque chose plus grand que lui. Je vous laisse un seul héritage, le droit à la dissonance, le droit de dire non à ce que vous êtes censé devenir. À la fin de l'enregistrement,
Arnold dépose la tablette dans un coffret blindé, marqué d'un symbole ancien, celui qu'il avait vu dans le gymnase Atticus, le cercle traversé par un éclair. Dehors, les montagnes restent silencieuses, mais quelque part, dans une base oubliée ou une conscience en formation, quelqu'un ou quelque chose entendra ce message. Et peut-être, un jour, les descendants de ce programme ne porteront plus son nom, mais garderont son souvenir refusé comme étincelle de liberté.